Je n'aurais jamais cru que le moment qui briserait enfin mon père se produirait devant toute la famille, là, entre le gâteau d'anniversaire et les plateaux de traiteur bon marché dont il était si fier. Mais j'entends encore le bruit de sa fourchette tombant lorsque le patron de Tom l'a regardé droit dans les yeux et a dit, presque poliment, « Intéressant, parce que votre fils est viré. » Toute la pièce cesse figée, le sourire de mon père cesse effondré. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu vraiment, honnêtement perdu. On aime dire qu'on se souvient toujours de la seconde exacte où notre vie bascule. C'était la mienne. Mais l'histoire ne commence pas là. Elle commence 2 jours plus tôt, quand je suis rentré dans une famille qui n'avait jamais cherché à comprendre qui j'étais vraiment. En descendant du bus Greyhound ce vendredi après-midi, le vent sentait l'herbe fraîchement coupée et l'eau du lac. Les petites villes américaines ont toujours la même odeur en été. Asphalte chaud, viande grillée et linge qui sèche sur un fil. Une odeur qui rend les plus âgés nostalgiques et les plus jeunes impatients. Pour moi, ce n'était qu'un parfum familier, ni réconfortant, ni douloureux, juste un rappel de l'endroit d'où je venais et de la raison pour laquelle je l'avais quitté. Mon sac était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, parce que je refusais de jeter mes vieilles bottes. Elles sont déchirées par des années de terrain d'entraînement, de sable du désert et d'une mission particulièrement mauvaise où nous avions rampé sur le ventre pendant près d'1 mille. Mon dos se souvient de cette nuit mieux que ma mémoire. La plupart des gens chez moi ne savent pas ce que je fais dans l'armée. Mon père encore moins. Il ne connaît que ce qu'il veut connaître. Surtout l'idée que j'ai fui mes responsabilités et choisi un monde d'hommes pour m'y cacher. C'est drôle, comme les parents construisent des récits entiers à partir des morceaux qui les arrangent. Il m'a dit de rentrer pour la fête. Pas demandé. Ordonné. Je venais de terminer une longue période de service et j'ai pensé que juste peut être, ce serait plus facile cette fois. C'est ce genre d'espoir que les enfants adultes gardent trop longtemps. On s'accroche à des miettes qui ne deviennent jamais rien. L'allée était pleine quand je suis arrivé. Trop de voitures pour notre petite maison. J'entendais déjà les rires à travers les murs. Des rires forts, assurés, appartenant à des gens qui ne se demandent jamais s'ils ont été injustes. Quand je suis entré, personne n'a vraiment levé les yeux. Ma mère m'a adressé un geste distrait avant de retourner à ses œufs mimosa. Mon père m'a offert un de ses hochements de tête secs. Sa version de l'affection, je suppose. Seule ma nièce, la petite Émilie, a couru m'embrasser. 8 ans. Et la seule personne dans cette maison qui se souciait réellement de moi. « Tu restes » m'a-t-elle demandé en agrippant ma manche. « Pour quelques jours » lui ai-je répondu. Elle avait l'air soulagée. C'était suffisant pour que je sente que ce voyage n'était pas une erreur totale. J'ai passé la première heure à aider ma mère à remplir les plats et à remplacer les verres vides. Mon père ne m'a présenté à personne. Quand les gens ont compris que j'étais rentré, ils m'ont adressé le petit signe poli habituel. « Oh, tu es celle de l'armée, n'est-ce pas ? Jamais un merci pour ton service. Juste celle de l'armée, comme une catégorie plutôt qu'une personne. » Tom non plus ne m'a pas parlé. Il est passé devant moi 2 fois. Une fois avec des bières pour lui et ses amis, une autre avec son importance personnelle. Il la portait toujours à 2 mains. Mon père était dans une forme rare, bruyant, fier et agressif. Il adorait être le centre de l'univers, même dans la plus petite pièce. Quand il riait, il rejetait la tête en arrière, comme un politicien saluant des caméras. Il ne buvait pas beaucoup, mais il agissait comme s'il le faisait. Au milieu de l'après-midi, je l'ai entendu se vanter encore de Tom. « Mon garçon grimpe vite », disait-il fort, en sirotant du soda dans un gobelet rouge. « Grande entreprise, grand poste, vrai avenir. » Il disait toujours « mon garçon », jamais « ma fille », sauf quand il avait besoin d'un exemple à ne pas suivre. Je nettoyais discrètement le comptoir, essayant de ne pas écouter, de ne pas laisser d'anciennes blessures se rouvrir. Mais avec la famille, peu importe l'âge, certaines ecchymoses ne disparaissent jamais vraiment. Le tournant arriva quand le patron de Tom entra. Un homme grand, calme, aux cheveux grisonnants, poignée de main ferme et des yeux qui ne manquaient rien. Il avait l'allure de quelqu'un habitué à la responsabilité, pas à l'arrogance, la responsabilité. Papa a presque sprinté pour l'accueillir. « Rick, content que vous soyez là. Tom parle de vous tout le temps. » Rick a souri poliment, mais ses yeux parcouraient la pièce, observant tout. Quand ils se sont posés sur moi, son expression s'est légèrement adoucie. Je ne le savais pas encore, mais il avait reconnu mon uniforme, mes décorations, moi. Papa n'a rien vu. Il ne voyait jamais rien qui ne servait pas son récit.
Et c'est là qu'il m'a attrapé par le bras, pas doucement, et m'a tiré en avant comme un accessoire bon marché. « Rick, voilà ma fille !» Hâté, il annonçait fièrement. Puis il a souri, ce sourire qu'il arbore quand il se croit malin, puissant. « Vous avez un poste de concierge pour ma fille inutile ?» La pièce a éclaté de rire. Un rire franc et lourd. Pas moi. Pas Rick. Et ce silence entre nous, ce silence chargé, est devenu l'étincelle de tout ce qui allait suivre. Mais ce moment, l'humiliation, les rires, la douleur de savoir que mon propre père valorisait davantage le petit boulot de bureau de mon frère que mes années de service, c'est là que l'histoire commence vraiment, et elle commence par une vérité que je ne voulais pas admettre depuis des années. Parfois, les personnes dont vous cherchez le plus à obtenir l'amour sont celles qui en sont le moins capables. Je ne savais pas encore que l'univers allait rééquilibrer les choses d'une façon que personne n'aurait imaginée. Ni Rick, ni moi. Quand les gens me racontent cette histoire aujourd'hui, ils posent toujours la même question. Tu l'as vu venir? Et la vérité c'est que non, pas du tout. J'avais passé ma vie à abaisser mes attentes avec mon père. Je m'étais habitué à laisser ses paroles glisser sur moi comme la pluie sur un poncho, froide, désagréable, mais supportable. On ne se tient pas sous l'orage en espérant du soleil. Mais cet après-midi-là, quand il a dit « Un poste de concierge pour ma fille inutile », quelque chose dans la pièce a changé d'une manière que je n'avais jamais ressentie. C'était comme si l'air était soudain tombé de 10 degrés. Les gens ont commencé à rire des rires forts, sûrs, négligents. Ma tante a frappé le bras de son mari en se pliant de rire. Quelques voisins se sont étranglés avec leur nourriture. Quelqu'un près du buffet a failli faire tomber un plateau tant il riait. C'était le rire qui blessait plus que les mots. Le rire disait « Bien sûr qu'elle est inutile, nous sommes tous d'accord. C'est l'ordre naturel des choses. » Mais la seule personne qui ne riait pas même un frémissement, c'était Rick. Il restait là, immobile comme un pain en hiver, un verre de thé glacé à la main. Ses yeux étaient fixés sur mon père, mais son esprit était ailleurs. C'était le regard de quelqu'un qui lit enfin une vérité qu'il soupçonnait depuis longtemps. Je l'ai vu baisser brièvement les yeux vers mon uniforme. Il avait remarqué l'insigne sur mon col, la marque usée sur ma manche où un écusson avait été arraché en mission et les rubans alignés sur ma poitrine. À cet instant, il ne regardait plus une fille inutile. Il regardait une militaire ayant traversé des choses que les critiques de salon ne pourraient jamais imaginer. Papa n'a rien vu. Il continuait de rire. Fier de lui, fier de l'attention, il a tapé Rick sur l'épaule comme pour l'inciter à participer à l'humiliation. « Allez, Rick », dit-il en souriant comme un homme convaincu de sa propre intelligence. Dites-lui si vous avez quelque chose, n'importe quoi qu'elle puisse faire. Ça ne la dérange pas de balayer, elle est faite pour ça. Le silence est devenu si dense qu'on aurait pu entendre la glace fondre dans le bol de punch. Rick a laissé tomber la main de mon père avant de parler. Pas de précipitation, pas de colère, juste un calme inquiétant qui a vidé la pièce de chaque rire. Il a inspiré lentement, comme un homme qui doit décider combien de vérité il est prêt à dire. « Intéressant », dit-il doucement, presque comme une conversation banale. Il a marqué une pause assez longue pour que tout le monde se tourne vers lui. « Parce que votre fils est viré. » Pendant une seconde, peut être deux. Tom s'est figé près du grill, les pinces en l'air comme une statue surprise. Le sourire de mon père est resté sur son visage, mais il tremblait, se fissurait comme une peinture ancienne. Les rires se sont éteints si vite qu'ils ont laissé un écho. Les invités se sont regardés, perplexes, cherchant à comprendre si c'était une blague. Mais le visage de Rick disait clairement que non. Ses yeux étaient fermes, sa mâchoire serrée, sa voix sans appel. « Viré. Qu'est-ce que vous voulez dire, viré ?» Que a fini par croiser Tom. « J'ai dépassé mes objectifs ce trimestre. » Rick n'a pas levé la main. Il n'en avait pas besoin. Sa voix seule suffisait à réduire Tom au silence. « Tu ignores les avertissements de conformité depuis des mois. Tu as soumis des rapports falsifiés. Tu as échoué à un audit interne. Et la semaine dernière, dit Rick en fixant Tom droit dans les yeux, tu as essayé de rejeter tes propres erreurs sur un collègue. » Des murmures traversèrent la cour. Quelqu'un laissa échapper un souffle. Tom fit un pas hésitant vers l'avant. « Ce n'est pas juste. »« Papa, » dit lui. Papa me regarda, puis Rick, puis Tom de nouveau. 3 générations de dysfonction, debout en triangle. « Tu ne peux pas virer mon fils chez moi, » balbutia papa. Le sourcil de Rick se souleva. « Chez toi, » dit-il calmement.
C'est précisément l'endroit où j'ai compris que ton fils a appris que la responsabilité est optionnelle. » On sentit les mots tomber comme des pierres dans un étang. Vague après vague. Papa ouvrit la bouche puis la referma. Il me regarda comme si j'avais provoqué tout cela, comme si mon existence avait déclenché la chute de son enfant doré. Mais je ne dis rien. J'avais appris depuis longtemps que le silence est parfois l'arme la plus puissante. Rick se tourna vers moi, sans dramatisation, pas pour le public, mais avec une sincérité simple qui transperça 30 et une année d'indifférence. « Je t'ai reconnu dès que tu es entré, » dit-il. « J'avais déjà entendu ton nom. » Mon père cligna des yeux. « Vous la connaissez ?» Rick acquiesça. « J'étais à un briefing il y a 3 mois. Ta fille a été félicitée pour avoir géré une panne de relais satellite lors d'une opération conjointe. Son équipe est rentrée grâce à elle. » Ma poitrine se serra, non par fierté, mais parce que je n'avais jamais imaginé que quelqu'un répéterait un jour cette histoire. Ce n'était pas le genre de choses qui intéressait ma famille. Papa semblait stupéfait, mais pas avec la fierté d'un père, plutôt comme un homme à qui l'on venait d'arracher sa vision du monde. Rick n'avait pas fini. « Elle mérite du respect, monsieur Dalton, » dit-il calmement. « Et franchement, elle a gagné plus d'honneur que votre fils n'a gagné d'honnêteté. » Mon père déglutit péniblement. Son visage vira au rouge terne, puis pâlit, puis redevint rouge. Les gens fixaient non pas moi, mais lui. Pour la première fois de ma vie, je vis de la honte sur son visage au lieu d'en porter la charge. La voix de Tom monta, désespérée. « Vous ne pouvez pas faire ça. Papa, dis quelque chose. » Mais papa n'avait aucun mot. Pas dans ce moment-là, pas dans ce silence qu'il avait créé de sa propre main. Je reculai doucement, laissant la scène suivre son cours. Ce n'était pas ma vengeance. C'était la vie tenant un miroir. Et parfois la vérité suffit. On croit toujours que le moment le plus dramatique de cette journée fut celui où Rick prononça les mots « Votre fils est renvoyé ». Mais en réalité, le vrai choc survint après, quand la foule se dissipa, quand la musique s'adoucit, et quand la vérité, longtemps enfouie, remonta enfin comme un objet oublié surgissant de l'eau profonde. La plupart de mes proches ne savaient pas quoi dire. Certains faisaient semblant de remplir des verres déjà pleins. D'autres découvraient soudain une tache fascinante sur le plancher. Quelques-uns s'éclaircissaient la gorge, comme si l'air était devenu trop lourd à respirer. Personne ne riait, même nerveusement. Tom tournait en rond comme un animal pris dans sa propre tempête. Papa restait près de lui, se frottant la nuque, la mâchoire tendue, les yeux allant de moi à Rick comme s'il cherchait où poser la faute. Mais Rick restait calme, imperturbable, comme un homme qui n'a plus rien à cacher. Il tenait son thé glacé, comme si ce n'était qu'un samedi ordinaire. Pas un tremblement, pas un sursaut. Finalement, Tom s'arrêta. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, la voix brisée. Jai était sous pression. Tout le monde rate des échéances. Je ne suis pas pire qu'eux. Rick ne discuta pas. Il n'en avait pas besoin. Il dit simplement « La différence, c'est que tu caches tes erreurs. Eux, ils corrigent les leurs. » Papa avança d'un pas, bombant légèrement le torse, habitude ancienne chaque fois qu'il sentait son autorité lui glisser entre les doigts. « Rick, avec tout le respect, » dit-il d'une voix tremblante de retenue, « c'est une réunion familiale, pas un bureau. Peut-être devrions-nous parler de ça en privé. » Rick tourna la tête lentement, sans brusquerie, juste délibérément. « L'emploi de ton fils n'est pas le problème, dit-il. Le problème, c'est le caractère. Et le caractère se révèle le plus clairement à la maison. » Papa cligna des yeux comme si on venait de le gifler avec une phrase plutôt qu'une main. Tom tenta encore. « Donc, vous me virez à cause de ça? À cause d'elle ?» Il pointa vaguement un doigt vers moi sans même me regarder. Quelque chose se tordit en moi. Pas de la colère, juste une vieille douleur, comme un bleu qu'on presse des années plus tard. Rick secoua la tête. « Je te renvoie, » dit-il simplement, « parce que tu as été malhonnête, néglige et peu fiable. Aujourd'hui ne fait que le confirmer. » Papa ouvrit la bouche puis la referma, le visage de Tom pâlit. Et moi je restais là, silencieuse comme toujours, ne sachant où mettre mes mains ni mes yeux. J'avais vécu des années dans des situations dangereuses, bruyantes, imprévisibles, mais rien n'était aussi inconfortable que de voir sa propre famille se déliter en public. Enfin Rick s'avança, non pas vers Tom mais vers moi. Il baissa un peu la voix, assez pour que ceux qui restaient doivent tendre l'oreille. « Je dois t'expliquer quelque chose, » dit-il doucement. « Il y a quelques mois, j'ai assisté à un briefing conjoint avec des responsables navals. Ils ont mentionné une panne de communication lors d'une opération côtière,
un problème de liaison satellite. L'officier qui l'a réparé sous pression a empêché une unité entière de marcher droit dans une situation mortelle. Je déglutis. Je savais exactement de quelle nuit il parlait. Rick poursuivit. L'amiral a dit que la réactivité de l'officier avait été exemplaire. Calme, décisive, brillante. Ton nom est revenu plus d'une fois. Le souffle de mon père se coupa. Je l'entendis, mais je gardais les yeux sur Rick. Quand on évoque cette mission, je ne me rappelle qu'un fragment. Des éclairs brefs, le pupitre détrempé, l'odeur d'eau salée mêlée à celle de câbles brûlés, le grésillement dans mes oreilles, la pluie martelant le pont comme 1000 cailloux, mes mains tremblantes de froid et d'adrénaline, tandis que j'ouvrais le panneau et reroutais tout manuellement. On perdait le signal. Nos bateaux dérivaient vers des eaux ennemies. Si la communication tombait complètement, ils seraient aveugles. Je me souviens que je n'étais même pas celle assignée. J'ai juste réagi. Je n'étais pas seule, dis-je à Rick. Son expression s'adoucit. Je sais, mais tu es la raison pour laquelle ils ont été retrouvés et la raison pour laquelle ils sont rentrés. Papa me regarda alors vraiment, et pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de l'amour, pas de la fierté, pas encore. De la peur. La peur qu'il ait passé la majeure partie de ma vie adulte à se moquer d'une personne qu'il n'avait jamais cherché à comprendre. Tu ne nous as jamais parlé de ça, marmonna-t-il. Je haussai légèrement les épaules. Vous n'avez jamais demandé. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il aurait pu courber les planches du patio. Rick racla doucement sa gorge. Votre fille a gagné du respect dans des endroits où le respect ne se donne pas facilement, dit-il, pendant que votre fils perd des opportunités servies sur un plateau d'argent. C'était dur, mais vrai. Tout le monde le savait. Papa secoua la tête, expirant fort par le nez comme un homme luttant contre une explosion. C'est un malentendu, dit-il. Tom est un bon garçon. Il a besoin de guidance. De guidance ? Répéta Rick presque pour lui-même. Oui, et de conséquences. Tom me lança alors un regard noir, comme si ma simple existence avait ruiné sa vie. Il ne le dit pas à voix haute, mais ses yeux, oui, papa dut le voir aussi, car il s'interposa entre nous, non pour me protéger, mais pour empêcher Tom de s'en prendre à moi et de l'embarrasser davantage. C'était toujours sa plus grande peur. L'embarras, pas le tort, pas la douleur, pas l'injustice, juste l'humiliation publique, comme si toute la vie n'était qu'un concours de respectabilité. Mais la vérité de ce jour-là, la vérité qu'aucun d'eux ne comprenait, c'était que la décision de Rick n'avait rien à voir avec l'humiliation. Elle avait été prise bien avant mon arrivée. Il avait déjà les documents. Il attendait simplement le bon moment. Et malheureusement pour mon père, il le lui a offert sur un plateau quand il a essayé de l'impressionner en me rabaissant. La vie est étrange ainsi. La justice n'arrive presque jamais doucement. Elle arrive dans le silence entre deux souffles. Juste quand quelqu'un croit tout contrôler, je ne dis rien, ni pour me défendre, ni pour accuser, ni pour réclamer quoi que ce soit. Je laissais simplement la vérité là, posée. Je la laissais respirer. Je la laissais se déposer dans les fissures du moment. Pour la première fois de ma vie, le silence me sembla puissant, pas punitif. On croit souvent que ceux d'entre nous qui portent l'uniforme choisissent l'armée par bravoure. Ce n'est pas vrai. La plupart d'entre nous la choisissent parce que nous cherchons quelque chose. Structure, but, direction, ou simplement un endroit où l'effort compte réellement. Pour moi, c'était tout cela à la fois, bien avant ce jour-là, bien avant que Rick ne renvoie mon frère et n'humilie mon père sans hausser la voix, j'avais déjà vécu une vie entière dans l'ombre de mes propres choix. Et rien de tout cela, aucune mission, aucun entraînement, aucune nuit blanche, je ne l'avais partagé avec ma famille. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'ils n'avaient jamais demandé. Ils n'avaient jamais voulu savoir qui je devenais. Alors je suis devenue forte en silence. Mon esprit retourna à ces premières années. Les premiers jours où les rangeurs semblaient trop lourdes et où les courses à l'aube paraissaient impossibles, me reviennent encore. Debout dans l'obscurité avant le jour, sur le béton glacé, la vapeur montant de nos souffles, je me demandais si je n'avais pas commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai échoué à ma première course de fond, terminé dernière à mon premier parcours d'obstacles, me suis effondré lors de mon premier exercice d'endurance, mais j'ai continué à revenir. Un matin, que je n'oublierai jamais, notre unité d'entraînement a reçu l'ordre de ramper sous des barbelés à travers un champ de boue glacée,
Mes coudes tremblaient, mes genoux s'enfonçaient, et le sergent avançait le long de la ligne, aboyant des corrections comme un nuage d'orage doté de poumons. Lorsqu'il est arrivé à moi, il n'a pas crié. Il s'est accroupi et a dit doucement « Tu es plus forte que tu ne le crois. Continue d'avancer. » Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant, pas une seule fois dans toute ma vie. Chez moi, mon père ne pointait que ce qui n'allait pas. À l'entraînement, pour la première fois, quelqu'un soulignait ce qui pouvait être juste. Jai portait ce moment à travers l'année suivante, la décennie suivante. Parmi toutes les missions que j'ai menées, 3 m'ont façonné plus que toutes les autres. Je ne pensais pas m'en souvenir aussi clairement, mais ce genre de moment s'accroche aux os. La première était une opération de nuit le long de la côte, un noir total, un vent si violent qu'il piquait comme des aiguilles à travers nos uniformes. Nous avancions dans les hautes herbes, bas, guidés par la faible lueur des lampes fixées à nos équipements, puis le chaos. Des tirs ont éclaté sur la crête. Quelqu'un a crié à couvert, et le ciel s'est illuminé de flashs blancs et ambrés. Je me suis plaqué au sol, le visage dans la terre humide, le cœur battant dans mes oreilles comme un tambour, et tandis que l'équipe se regroupait, j'ai rampé pour remettre en place le relais radio tombé. Personne ne me l'avait ordonné. J'ai simplement vu que c'était nécessaire. Mes mains tremblaient en reconnectant les câbles, mais quand le signal est revenu et que notre commandement a répondu, j'ai senti une poussée de quelque chose que je n'avais jamais connu enfant. La valeur, pas la fierté, pas l'ego, juste la valeur. Et cela m'a suffi pour continuer. La deuxième mission s'est déroulée en pleine vague de chaleur dans le désert, lorsque notre véhicule s'est enlisé dans un lit de rivière asséché et que nous avons dû transporter le matériel médical sur près de 3 kilomètres de terrain à découvert. À un moment, notre infirmier s'est effondré d'épuisement et je l'ai porté sur mon dos pendant que les autres traînaient le matériel. Mes épaules brûlaient, mes jambes pesaient comme des sacs de sable mouillés, mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Plus tard, en convalescence au poste de secours, l'infirmier a murmuré « Je te dois la vie ». Je ne savais pas quoi répondre, personne ne m'avait jamais rien dû. La troisième mission était celle du relais satellite dont Rick m'a reconnu. Cette nuit-là, le vent était si fort qu'il arrachait presque le capot de la console, la pluie tombait de côté, épaisse et violente. Le pont vibrait sous les vagues, heurtant la coque. Notre radio n'émettait que des fragments brisés. Bateau 3, signal faible, coordonné, répété, statique, approchant, j'avais du mal à penser. Quand le relais est mort complètement, il n'y avait plus de temps pour attendre des ordres. Des vies se comptaient en secondes. J'ai ouvert le boîtier avec mon multitool, l'eau me montant jusqu'au poignet, chaque étincelle donnant l'impression que tout pouvait exploser. Mes doigts engourdis glissaient sur le métal trempé, quelqu'un criait derrière moi, mais je n'ai pas cessé. Et lorsque tout s'est reconnecté, lorsque le radar s'est illuminé avec les positions en temps réel du bateau et que la voix de l'amiral a retenti, on les a. J'ai failli tomber à genoux. Plus tard, trempée et tremblante, j'ai tenté de minimiser en disant que je n'avais fait que mon travail. Mais d'autres scènes souvenaient des gens comme Rick, des gens qui voient. Ma famille, pendant ce temps, se disputait pour savoir qui devait accueillir Thanksgiving. De retour à la fête, ces souvenirs m'ont envahi en vagues lentes et silencieuses. Debout dans le jardin, entouré de visages qui n'avaient jamais cherché à connaître tout cela, j'ai senti quelque chose se poser en moi. Pas de la colère, pas de l'amertume, juste de la clarté. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mon père, ni de la jalousie de Tom, ni du silence poli de ma mère. Je n'avais pas besoin des rires factices, des compliments en plastique, de la politesse creuse. J'avais vécu une vie qu'il ne comprendrait jamais. Et quand Rick m'a regardé avec ce hochement de tête respectueux, celui que les soldats s'échangent en se croisant sur une base, j'ai su qu'il comprenait. Pas besoin du récit complet, il pouvait le lire dans ma manière de me tenir, de regarder, de garder mes émotions stables. Tu as vu plus qu'ils ne verront jamais. Athée, il murmurait pour moi seul. Je n'ai pas répondu, mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vue. Mon père tentait toujours de comprendre ce qui s'était passé, murmurant des excuses. Tom tournait en rond comme un animal encagé, secouant la tête, et les invités évitaient nos regards comme si la culpabilité était contagieuse. Moi, je restais calme, solide, composée, une guerrière silencieuse au milieu d'une tempête qui ne m'effrayait plus, car les tempêtes ne t'effraient plus lorsque tu en as survécu de pire, seul. J'ai vécu des nuits chaotiques à l'étranger, des tempêtes qui arrachaient les tentes, des blackouts où les minutes s'étiraient en heures,
Des missions où la frontière entre la vie et la mort n'était plus qu'un fil ténu de chance et d'entraînement. Pourtant, aucune de ces nuits ne m'avait préparé à l'étrange silence tombé sur le jardin familial après que Rick a renvoyé Tom. Ce n'était pas du silence, c'était plus lourd, comme si l'espèce retenait son souffle sans savoir comment l'expirer. Les gens restaient par petits groupes, évitant les regards, murmurant nerveusement, comme après une explosion lorsque la poussière flotte encore et que tout le monde se demande qui est blessé, qui est responsable, et ce qu'il faut faire ensuite. Tom a été le premier à craquer. « Ceste ridicule !» a-t-il lancé, les bras en l'air. « Tu l'as fait exprès. Tu m'as humilié devant toute ma famille. » Rick n'a pas bronché. Il a simplement croisé les mains derrière son dos, comme le font certains officiers lorsqu'ils laissent quelqu'un échouer à sa propre argumentation. « Je ne t'ai pas humilié, » a répondu Rick calmement. « Tes choix l'ont fait. » Mon père Ceste précipité vers Tom comme pour protéger un soldat tombé. « Rick, voyons. Tom est un travailleur acharné, un bon garçon. On peut régler ça. » Rick a posé les yeux sur eux. Je lui ai donné des chances, plus qu'il n'en méritait. Mais l'honnêteté n'est pas facultative, pas dans mon entreprise. La voix de mon père Ceste fissurée. Tu ne peux pas le virer ici. Pas aujourd'hui, pas comme ça. Rick a soupiré. Je ne l'ai pas renvoyé à cause d'aujourd'hui. Aujourd'hui a seulement montré pourquoi il devait l'être. Les épaules de mon père se sont raides. Sa fierté, fragile et coûteuse, se brisait. Il Ceste tournait vers moi, ses yeux cherchant quelque chose. Ceste à cause de toi. Voilà, son réflexe. Quand quelque chose se brise, me blâmer. Peu importait que je n'ai rien fait d'autre que rester là en silence dans un uniforme qu'il n'a jamais compris. Peu importait que sa propre cruauté ait offert à Rick la scène parfaite pour révéler la vérité. Je n'ai pas argumenté. Le silence est parfois la réponse la plus bruyante. Ma mère Ceste avançait, tordant ses mains. « Chérie, tu connaissais Rick avant aujourd'hui ?» J'ai secoué la tête. « Non, nous n'avions jamais parlé. » « Mais il te connaissait, » a-t-elle murmuré. J'ai haussé les épaules. Certains font attention. Tom a soufflé. « Oh, arrête de faire comme si tu étais une héroïne. » Rick Ceste tournait vers lui, toujours calme mais ferme. Elle n'a pas à faire semblant. Son dossier parle pour elle. J'aimerais que la moitié de mon personnel ait sa discipline. Ces mots ont levé un poids de ma poitrine, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce qu'enfin quelqu'un reconnaissait les années passées à servir un pays que ma famille considérait comme une fuite. Mon père a ravalé sa salive. Elle aurait quand même pu nous dire ce qu'elle faisait. J'ai plongé mon regard dans le sien. Pour la première fois, il ne m'a pas semblé immense, mais petit, incertain, humain. « Tu n'as jamais demandé, » ai-je dit, sans colère, juste la vérité. Et cela a frappé plus fort. Mon père a reculé comme si je l'avais poussé. La fête Ceste dissoute lentement comme du sucre dans l'eau chaude. Les invités sont partis un par un, laissant des adieux maladroits et des tapes gênées sur mon épaule. Ils ne savaient pas s'ils devaient me féliciter, me plaindre ou m'éviter pour échapper à l'attention. Quand enfin le jardin a été vide, il avait l'air étrangement abandonné. Des assiettes à moitié pleines, des verres laissés là, des serviettes froissées retenues par des fourchettes, un champ de bataille sans corps. Jai commençait à ramasser les déchets par habitude, des années de vie militaire, rendant difficile de rester immobile quand quelque chose doit être fait. Maman Ceste approchait timidement. « Tu n'as pas à nettoyer, » dit-elle. « Je sais, » ai-je répondu doucement, mais j'ai continué quand même. Tom a disparu à l'intérieur en claquant une porte. Papa est resté figé près du grill, fixant les braises comme si elles contenaient la réponse à tout ce qu'il n'avait jamais compris de moi. Rick Ceste approchait et Ceste tenu à côté de moi, tandis que je jetais des gobelets vides dans une poubelle. « Tu t'es bien défendu, » dit-il. « Ce n'était pas vraiment mon moment, » ai-je répondu. Il a laissé échapper un léger rire. Peu, être pas. Mais ça a révélé tout ce que ça devait. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire, en partie parce que je le savais déjà, en partie parce que je n'étais pas prête à l'entendre à voix haute. « Ton père, » commença Rick prudemment. « Il a bâti son monde sur l'idée que ton frère est le plus fort. » Je continuais à plier les sacs poubelles. « Ça a toujours été comme ça. Et toi ?» demanda-t-il doucement. « J'ai appris à construire mon monde ailleurs, » dis-je. Rick hocha la tête, sa voix prenant quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « C'est pour ça que tu as réussi. » Papa bougea enfin, se tourna vers nous, les yeux fatigués comme s'il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. « On peut parler »
demanda Théil. Je me suis figée. Le laisser parler ne signifiait pas que j'étais prête à l'écouter. Rick m'a jeté un coup d'œil, vérifiant sans pousser, puis a reculé. Je vous laisse un peu d'espace. Il s'est éloigné avec des pas lents, délibérés, ceux d'un homme qui a déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Papa resta là, les mains pendantes, la voix enfin débarrassée de toute bravade. Je ne savais pas, murmura-t-il. Rien de tout ça. Rien de toi. Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas pour le punir, mais pour être certaine qu'il le pensait vraiment. Peut être, dis-je doucement, que tu ne voulais pas savoir. Il a tressailli, mais ne l'a pas nié. Pour la première fois de ma vie, mon père semblait prêt à écouter. Cela ne réparait pas tout. Ça n'effaçait pas les années. Mais c'était un début, un tout petit début. Mais les débuts sont faits pour être petits. Ce soir-là, après que la fête se fut effondrée sous son propre malaise, je restais allongé dans ma chambre d'enfance, regardant le ventilateur au plafond. Il émettait un léger tic toutes les quelques rotations, un son que je n'avais jamais remarqué en grandissant, mais qui maintenant me semblait impossible à ignorer. C'est étrange comme revenir adulte rend tout plus bruyant, les défauts, les silences, les vérités qu'on a passé des années à ne pas vouloir voir. Papa était allé se coucher tôt, prétextant un mal de tête. Maman restait dans l'embrasure de la porte, comme si elle voulait me dire quelque chose sans y parvenir. Tom n'avait pas prononcé un mot. Il avait claqué la porte de sa voiture si fort, en partant que toutes les fenêtres de la maison en avaient tremblé. Et moi, je restais là à me demander si rentrer avait été une erreur. Je finis par m'endormir, car la lumière du matin filtrait déjà par les stores lorsque j'ouvris les yeux, la poussière flottant dans l'air. Maman m'appela pour le petit déjeuner, sa voix trop douce pour être naturelle. Je n'étais qu'à mi-chemin dans les escaliers quand la sonnette retentit. Maman s'essuya les mains sur un torchon. « Oh, quelqu'un est là, dit-elle, confuse. » J'ouvris la porte, et Rick était là, debout sous le porche, un dossier bien rangé sous le bras et la même expression calme que la veille. « Bonjour, » dit-il. Je clignai des yeux. « Monsieur... Rick, tout va bien ?» Il sourit légèrement. « Je te devais une conversation en privé. Hier, c'était public. » Maman entendit cela et se figea. Ne sachant pas si elle devait rester ou partir, elle choisit de fuir, disparaissant dans la cuisine si vite que ses chaussons couinèrent sur le carrelage. Je m'écartai. « Tu peux entrer. » Mais il secoua la tête. « Non, parlons dehors si tu veux bien. » Alors nous avons marché. Une promenade lente et silencieuse le long de la rue de mon enfance, celle où je faisais du vélo, celle où papa apprit à Tom à conduire, mais jamais à moi. C'était irréel. Après quelques maisons, Rick s'arrêta sous l'ombre d'un érable. Le vent du matin faisait bruire les feuilles, parsemant le trottoir de lumière. « Je sais que hier était difficile, » commença-t-il. « Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. Moi non plus, dis-je. » Il hocha la tête. « Je sais, et c'est pour ça que je suis ici. » Il sortit une enveloppe scellée, portant une insigne militaire. Mon cœur se serra. « Je l'ai demandé pour toi. Considère-la comme une reconnaissance, celle que ta famille n'a jamais pensé à t'offrir. » À l'intérieur, je trouvais une lettre de recommandation signée d'un amiral de haut rang, confirmant l'opération dont Rick avait parlé, détaillant mes actions et remerciant ce qu'elles avaient permis d'éviter. Ce n'était ni une médaille, ni une promotion, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance. J'avalai difficilement. « Tu n'étais pas obligé. »« Non, » répondit-il doucement, « mais tu le méritais. » Nous restâmes un moment à écouter le bourdonnement lointain des tondeuses et le tapotement d'un pic vert quelque part dans la rue. Des sons paisibles, ordinaires, le genre de son que les Américains plus âgés aiment parce qu'ils leur rappellent des temps plus stables. Puis il reprit. « Tu sais, la plupart des soldats rentrent avec deux histoires, une publique et une privée. » Il me regarda. « Tu portes la tienne seule depuis longtemps. » Je baissai les yeux vers mes bottes. Je suppose que je ne pensais pas que quelqu'un voulait l'entendre. « Ton père aurait dû, » dit-il fermement. « Ta mère aussi. Mais parfois les familles n'écoutent que lorsqu'elles sont secouées. » Je ne répondis pas. Rick continua. « Les erreurs de Tom sont les siennes. Même si hier n'était pas arrivé, il aurait quand même été renvoyé. » Il soupira. « Mais ton père a forcé la vérité à éclater. Je ne le voulais pas, » murmurai-je. « Tu ne l'as pas causé, » répondit-il après une pause. « Et tu n'as pas à te sentir responsable des conséquences des autres. » Sa voix portait une gentillesse dépourvue de pitié, une forme de respect, celle que j'avais un jour espéré recevoir de mon père.
Je dois aussi te dire quelque chose, ajouta Rick. Il hésita, choisissant ses mots. Quand j'ai reconnu ton nom hier, ce n'était pas seulement grâce au rapport. J'avais déjà entendu parler de toi. Ton ancien commandant, le commandant Wyatt. Il te louait souvent. Il disait que tu restais calme quand les autres paniquaient, que tu étais fiable. Ça m'est resté, le nom me frappa comme un coup léger. Le commandant Wyatt. Dur, mais juste. Et entendre cela signifiait quelque chose. Je ne savais pas qu'il parlait de moi, dis-je doucement. Il le faisait. Rick sourit. Les bons leaders se souviennent des bonnes personnes. Cette phrase se déposa en moi comme une chaleur douce dans un sol froid. Nous marchâmes encore un peu, passant devant la maison aux volets bleus, devant la haie que papa critiquait toujours mais ne taillait jamais, devant la boîte aux lettres que je vérifiais chaque jour étant enfant. Tu sais, dit Rick, le respect ne vient pas toujours d'où on l'attend. Je l'ai remarqué, répondis-je. Il me regarda. La fierté de ton père prendra du temps à se démêler. Il a cru trop longtemps à la mauvaise histoire. Puis il ajouta, mais hier, quelque chose s'est fissuré en lui. Je l'ai vu. Je ne sais pas si ça compte, murmurai-je. Oh, ça compte, dit Rick. Parfois la première fissure est la plus importante. Nous nous arrêtâmes au coin où le trottoir tourne vers le lac. Rick se tourna vers moi, la voix plus basse. Tu es une femme remarquable. Une soldate remarquable. Ne laisse pas hier te convaincre du contraire. Pour la première fois depuis longtemps je le crus. Il me tendit la main. Je la serrai. Et dans ce simple geste, sans rien de théâtral, j'ai senti une forme de validation que j'avais passé des années à prétendre ne pas vouloir. Nous nous séparâmes en silence. Pas de discours, pas de promesses, juste une compréhension. Quand je rentrais, papa était à la table de la cuisine, regardant dans le vide, les doigts tambourinant sur le bois. Maman préparait du café sans le boire, ses gestes trop lents, comme si elle craignait de briser le silence. Papa leva les yeux quand j'entrais. Sa voix était basse. C'était Rick ? Oui. Il avala difficilement. Il est venu pour toi, j'acquiesçai. Papa baissa de nouveau les yeux vers ses mains, des mains qui avaient construit des clôtures, lancé des ballons, réparé des moteurs, et pointé vers moi avec mépris la veille encore. Je crois, dit-il lentement, que je te dois plus que je ne pensais. Il n'a pas dit désolé. Pas encore. Mais pour un homme comme lui, cet aveu était une fissure assez grande pour laisser passer la lumière. Et pour l'instant, c'était suffisant. La maison resta silencieuse ce soir-là. Un silence épais, comme si le monde retenait son souffle, incertain de ce qui viendrait après. Je m'étais assise à la table de la cuisine, une tasse de café tiède entre les mains, laissant la chaleur pénétrer mes paumes tandis que le soleil déclinait derrière les érables dehors. Papa n'avait presque pas parlé depuis le matin, non pas par colère, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus lourd. Il bougeait comme un homme qui trie enfin les morceaux d'une vie qu'il réalise avoir mal comprise. Je gardais le silence aussi. Non pas parce que je voulais qu'il se sente coupable, mais parce que je ne savais plus très bien ce que j'attendais de lui. Du respect, de la compréhension, des excuses, peut être simplement la paix. Maman posa devant moi une assiette de poulet rôti et de légumes, comme elle le faisait quand je rentrais de la base, puis s'assit en face, lissant sa serviette du bout des doigts. Papa resta dans l'embrasure de la porte, comme s'il n'était pas certain d'avoir sa place à table. « Assieds-toi » lui souffla maman. Il obéit. Pendant 1 minute, personne ne parla. Seuls les cliquetis des couverts rompaient le silence. Enfin, papa prit une longue inspiration et posa ses mains à plat sur la table. « Je ne savais pas qui tu étais, » dit-il. La voix tremblante, non pas de peur mais de regret. Un regret silencieux qui semblait se former depuis des années. « Tu es ma fille, mais je ne te voyais pas. Pas vraiment. » Je le fixais, incapable de répondre. Ce n'était pas un homme qui s'excusait, ni même un homme qui réfléchissait. C'était un marteau, qui croyait que tout n'était que clou. « Tu étais toujours si distante, » murmura-t-il. « Je pensais que tu n'avais pas besoin de moi. Je croyais que l'armée, c'était ta manière de fuir. » Je posai doucement ma fourchette, je m'y suis engagé parce que j'avais besoin d'un endroit où l'effort comptait vraiment. Il hocha la tête, avalant avec difficulté. Et j'ai rendu ton retour à la maison difficile. Il n'avait pas tort, mais l'entendre le dire me parut presque irréel, comme regarder une fissure apparaître dans un mur resté trop longtemps intact. Maman lui serra le bras. « Elle a toujours été une bonne fille, » murmura-t-elle. « Tu ne voulais juste pas le croire, parce que ça ne correspondait pas à l'image que tu t'étais faite. » Papa se couvrit le visage de ses mains.
Je suis désolé, dit-il enfin, les mots bruts et irréguliers. Désolé pour hier, pour ce que j'ai dit, pour les années où je t'ai relégué au second plan. Je relâchais un souffle dont je n'avais pas conscience. Ce n'était pas parfait, ni élégant, mais c'était réel. Merci, murmurai-je. Il acquiesça, les yeux brillants, et sa voix se brisa la première fois que je l'entendais ainsi. Tu méritais mieux. Je posai ma main sur la sienne, non pas pour effacer le passé, mais pour reconnaître le présent. On ne change pas du jour au lendemain, mais parfois on commence, et les commencements comptent. Plus tard dans la soirée, Tom revint, sans claquer la porte cette fois. Ses yeux étaient gonflés, non pas de colère mais d'épuisement. « On peut parler ?» demanda-t-il. Je lui fis signe de s'asseoir sur le porche. L'air d'automne était frais, et les cigales remplissaient le silence de leur chant régulier. Tom hésita avant de parler. « J'ai tout gâché », avoua-t-il. « Pas seulement au travail. » Je restais silencieuse. « J'ai été jaloux de toi, toute ma vie. » Cela me surprit. Je n'avais jamais associé la jalousie à mon frère. « Tu avais toujours une direction, » continua-t-il, « un but. Même quand tu tombais, tu te relevais. Les gens te respectaient. Je ne savais pas comment gérer ça. Je le regardais attentivement. « Tom, tu as eu des chances que je n'ai pas eues. Je sais. Et je les ai gâchées. Peu, être que perdre mon boulot était ce qu'il me fallait. Ce n'était pas le pardon, mais c'était honnête, plus que ce que nous nous étions offerts depuis des années. Tu peux reconstruire, dis-je simplement. Il hocha la tête. Merci. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous n'avons pas pleuré. Nous sommes simplement restés là, à écouter le vent dans les arbres. Un silence qui n'évoquait plus la distance mais la guérison. Dans les jours qui suivirent, la tension dans la maison s'adoucit, pas disparue, pas oubliée, juste adoucie, comme un bleu qui passe du violet au jaune. Papa se mit à poser des questions sur mon service, pas des questions spectaculaires ni hollywoodiennes, mais des questions simples, sincères. Ceste comment, un porte-avions? Il fait froid sur les navires? Tu dors un peu pendant les longues opérations? De petites questions humaines auxquelles, pour la première fois depuis longtemps, je répondis sans ressentiment. Nous reconstruisions lentement, prudemment, comme un menuisier restaurant un vieux perron, remplaçant les planches pourries, renforçant les poutres, ponçant les endroits où la vie avait laissé des échardes. Ce n'était pas parfait ni rapide, mais c'était réel. Le matin de mon départ, papa m'accompagna jusqu'à l'allée. Le soleil se levait à peine, projetant des traînées dorées sur l'asphalte. Il gardait les mains dans ses poches, signe qu'il était nerveux. « Je ne m'attends pas à ce que tout change du jour au lendemain, dit-il, mais je vais essayer. Je sais, tu mérites plus que ce que je t'ai donné, et j'espère qu'un jour tu rentreras, et que tu seras fier de cette famille. » Je le regardais, non plus comme une fille cherchant l'approbation, mais comme une femme devenue plus forte que les ombres qui l'ont façonnée. « Je suis déjà fière, » répondis-je doucement, « juste pas de la manière que tu imaginais. » Il hocha la tête. Nous nous serrâmes maladroitement dans les bras, un peu trop longtemps, mais quand même. Puis il recula, se racla la gorge. « Prends soin de toi là-bas. »« Je le ferai, » dis-je avec un sourire, et je le pensais. En reprenant la route vers la base, la petite ville disparut derrière moi, ses rues familières se perdant au loin comme un souvenir qui ferme lentement les yeux. Je pensais aux gens qui écouteraient cette histoire, des personnes de l'âge de mes parents, des grands-parents, des vétérans, des gens qui savent ce que c'est, que porter des regrets, aimer imparfaitement, se briser et se reconstruire. Et j'espère qu'ils l'entendront clairement. Parfois les batailles les plus difficiles ne se trouvent pas à l'étranger, mais chez nous, contre de vieilles blessures, de vieux schémas, de vieilles versions de nous-mêmes. Mais la guérison est possible, le respect peut renaître. Les familles peuvent changer, même après des années d'erreur. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, je vous invite à la partager, à y réfléchir. Et si vous souhaitez en entendre d'autres, des histoires de courage, de pardon et de cette force tranquille que nous portons, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions poursuivre ce chemin ensemble.